Salut, je m'appelle Marc Lécuyer et bienvenue à cette première d'une série de vidéos portant sur la théorie en atelier d'usinage. J'ai déjà sur YouTube plusieurs vidéos pratiques qui ont été conçues pour aider les machinistes en herbe à développer des compétences en usinage. Mais ce que je n'ai pas fait jusqu'ici, c'est de produire des vidéos qui présentent l'aspect théorique de l'usinage. La théorie est importante parce qu'il est très difficile de développer des compétences sans avoir acquis des connaissances. Et l'objectif de ces vidéos est de donner un coup de pouce aux débutants pour leur fournir une bonne base de connaissances avec lesquelles ils pourront se développer et éventuellement devenir d'excellents machinistes. Et maintenant, si on s'occupait un peu de cuisine, je vais suivre des notes de cours simplifiées lors de la présentation de chaque leçon. Et je vais suivre ces notes de cours sur mon portable ici. Mais les pages que j'aurai couvertes à chaque leçon apparaîtront à la fin de chaque vidéo, juste avant la chanson du petit singe. Je suggère également que vous alliez chercher un bon livre de niveau secondaire pour l'atelier d'usinage. L'objectif ici, c'est de vous permettre à la fin de chaque leçon d'aller voir ce qui est couvert et comment est couvert les sujets d'études de cette journée-là. Le plus que vous aurez d'informations de différentes sources, bien le mieux que votre expérience d'apprentissage sera. Et si vous ne pouvez pas trouver un bon livre, bien il y a quand même beaucoup d'informations sur l'Internet. Un prof ne peut pas enseigner une connaissance. Un prof ne peut qu'aider un individu à acquérir des connaissances, mais c'est un travail individuel. Donc, puisque ceci est un cours, je vais à la fin de chaque leçon poser 3, 4 ou 5 questions. Des questions que je répondrai au début de la prochaine leçon. Ces questions auront pour but d'aider l'étudiant à commencer à développer sa capacité d'apprentissage et à l'aider à devenir éventuellement capable d'apprendre de façon autonome. Alors, embarquons sur l'autobus et commençons notre route. Par contre, je veux aviser tout le monde que cette série est conçue pour des machinistes en herbe et je vais donc commencer au tout début. Et notre première section s'intitule « Introduction ». Et quelle meilleure façon de s'introduire que de regarder quelques définitions. Et la première définition qu'on va regarder, c'est l'usinage. Et je lis. Opération de mise en forme de la matière à une tolérance dimensionnelle et géométrique spécifique par prélèvement de matière à l'aide d'une machine-outil. C'est une opération de sculptage précis dont résulte une pièce fonctionnelle. Et ça, c'est important. Un machiniste, c'est en fait un sculpteur. Mais on ne s'exprime pas à travers les formes qu'on produit. On produit des formes utiles. Et ça veut dire qu'ils doivent rencontrer certaines spécifications. Donc, on ne dit pas qu'un machiniste sculpte la matière, on dit qu'un machiniste usine la matière. Marc, pourrais-tu porter attention à ce qui se passe? Je m'excuse, monsieur. J'ai le problème, là, le déficit l'attention de des... Oh. Bon, oui, assez surprenamment, je comprends. On va continuer. La prochaine définition qu'on veut voir, c'est la définition de machine-outil. Et je lis. Toute machine ayant un ou plusieurs axes linéaires mobiles précis pouvant prélever une quantité contrôlée de matière, soit par formation de copeaux, soit par fusion ou par vaporisation de la matière. Et
servant à l'usinage de pièces. Il existe une multitude de genres de machines-outils. Les perceuses fixes, les tours, les fraiseuses et les rectifieuses en sont quelques exemples. Mais il y a beaucoup qui se passe dans ce petit paragraphe-là, fait qu'on va le regarder un petit peu plus en détail. On parle d'une machine qui incorpore au moins un axe linéaire précis. Ça veut dire qu'une perceuse à main ou une perceuse manuelle n'est pas une machine-outil, mais qu'une perceuse à colonne, puisqu'elle a un axe Z précis, est une machine-outil. On dit que la machine-outil doit pouvoir prélever de la matière de façon contrôlée, soit par fusion, soit par vaporisation ou par production de copeaux. Production de copeaux, on le sait, tours, rectifieuses, fraiseuses, perceuses. Par contre, par fusion, si on pense à l'électroérosion ou l'usinage par décharge électrique, on parle réellement ici d'un prélèvement par fusion de la matière. Et si on parle de vaporisation de la matière, on parle surtout dans ce cas-là de coupe au laser. La prochaine définition, c'est l'atelier d'usinage lui-même. Et je lis. Endroit où sont regroupés les machines-outils, les outils de travail à l'établi, les instruments métrologiques ainsi que les équipements de traitement thermique. La seule raison que j'inclus cette définition, parce qu'elle semblerait évidente au départ, c'est pour nous rappeler que l'atelier d'usinage n'est pas juste un endroit pour des machines-outils. Pour qu'un atelier soit fonctionnel, il doit y avoir des outils de travail à l'établi, des instruments de mesure métrologique et, dans certains cas, mais pas nécessairement, des équipements pour pratiquer des traitements thermiques. La dernière définition introductoire qu'on veut regarder, c'est la définition de la précision en ce qui a trait à l'usinage. Et je lis. En atelier d'usinage, la précision est un facteur de la plus petite quantité de matière pouvant être prélevée lors d'une opération d'usinage ou de travail à l'établi. Et ça veut dire que chaque opération d'usinage a une limite inférieure sur l'épaisseur du copeau qu'elle peut produire. Si, sur une opération de tournage, le copeau le plus mince que vous réussissez à produire est de 2 millièmes de pouce, ça l'indique que ça, c'est la limite de la précision à laquelle vous pouvez vous attendre à produire une pièce sur cette machine-outil-là avec l'outil de coupe que vous avez monté dessus. D'ordre général, on peut dire, juste en exemple, qu'une rectifieuse plane peut produire un copeau phénoménalement plus mince qu'une fraiseuse. Il est donc normal de supposer et de croire qu'une rectifieuse plane peut être beaucoup plus précise qu'une fraiseuse. Section 1b. Utilité de l'usinage. L'usinage est de loin la méthode la plus dispendieuse de mise en forme de la matière. En ce qui a trait à la production de pièces en série, l'usinage est toujours la dernière méthode de mise en forme à être considérée. Ça peut être déprimant, mais il faut se le dire, et je pose une question. Quelle autre méthode de mise en forme ont préséance sur l'usinage? En production en série d'une grande quantité de pièces, on peut penser au moulage des matières plastiques, au moulage en moule de sable des matières métalliques comme la fonte grise. On peut penser au poinçonnage, on peut penser à l'extrusion ou même au trifilage. Donc, ils sont tous des méthodes qui mettent en forme de la matière. Et en ce qui a trait à la production en série, ces méthodes sont presque toujours moins dispendieuses que l'usinage. Par contre, lorsqu'une petite quantité de pièces doit être produite, ou lorsque la précision et la complexité l'exigent, l'usinage demeure la méthode de prédilection. Question. Quel impact ont la quantité, la précision, la complexité de la pièce à produire sur le choix de la méthode de transformation? Ils ont un gros impact.
En fait, de quantité. Le plus qu'on a de pièces à produire, bien, le plus qu'on va tendre à aller vers des méthodes de production en série. Là, évidemment que ce qui n'est pas l'usinage. Lorsque la précision ou une grande précision est requise, mais ça tend à nous ramener vers l'usinage, qui est dans bien des cas la méthode la plus précise pour produire des pièces. Et la complexité. Bien, lorsqu'une pièce est très complexe, c'est souvent un amalgame de méthodes de mise en forme en série et d'usinage pour obtenir une précision et une complexité. Et ça nous amène à une autre question. Est-ce que le choix d'une méthode de transformation peut avoir un impact sur la performance finale de la pièce produite? Et la réponse est définitivement oui. Et le meilleur exemple de ça est lorsque je produis un filet. Si je coupe un filet sur le tour ou à l'aide d'un outil de filetage, donc une filière, je suis en train de couper la structure granulaire de la pièce que je suis en train de fileter. Alors que si je roulais le filet au lieu de le couper, sans prélever de matière, je maintiens une structure granulaire directionnelle différente, oui, mais intègre quand même. Et un filet roulé va être phénoménalement plus fort qu'un filet coupé. En fait, on peut dire que l'usinage est utilisé principalement pour 4 genres d'activités, soit le développement, la production manufacturière, la finition, ce qu'on appelle souvent des opérations secondaires, et l'entretien ou la réparation. Commençons par regarder la recherche et le développement. En recherche et développement, l'usinage est utilisé pour produire des prototypes, qui sont des pièces ou des assemblages uniques et fonctionnels à une échelle de 1 pour 1. Donc on produit très peu de pièces. Il est donc économiquement viable, même s'il va être dispendieux de produire 1 ou 2 de ces pièces par usinage, comparativement au coût de produire de l'outillage spécialisé comme des moules ou des poinçons et matrices pour produire ces mêmes 1 ou 2 pièces. Donc, dans ces circonstances-là, l'usinage est encore une méthode viable de production, quoique de moins en moins utilisée. L'usinage manuel peut encore servir pour la production en série de petites quantités de pièces. Par contre, l'usinage assisté par ordinateur est largement utilisé en production manufacturière, puisqu'ils peuvent accomplir très précisément des tâches répétitives. Bien, les machines à commande numérique ou CNC remplacent pour des petites et moyennes séries de pièces l'outillage spécialisé. Mais il faut également se rappeler qu'une des facettes importantes de la production industrielle est la fabrication d'outillage spécialisé. L'usinage de très haute précision joue un rôle important dans la fabrication des moules, des matrices, des gabarits et de toute autre forme d'outillage industriel. Et ces outils spécialisés, bien, ils sont produits par usinage. L'usinage est également important pour la finition, souvent ce qu'on appelle des opérations secondaires. L'usinage de finition englobe toutes les opérations d'usinage pratiquées sur des pièces semi-finies, produites par des techniques de mise en forme autres que l'usinage. Donc une pièce peut être coulé dans un moule de sable, mais il va devoir être usiné par la suite, même s'il a déjà été mis en forme. Et un bloc moteur en est un bon exemple. Même si la pièce est formée par moulage, elle doit être rendue précise par usinage. Et finalement, l'usinage, c'est important dans le domaine de l'entretien et de la réparation. Cette sphère d'activité englobe toutes les opérations de réusinage de pièces ou de remise à neuf d'assemblages existants. Et c'est également important de dire que si une pièce ne peut être achetée, bien, elle va devoir être usinée. Section 1C. Attitude et aptitude. En atelier, la pièce à produire est invariable. Elle n'est acceptable que si elle est parfaite.
Cela signifie que l'outilleur n'exerce pas son art sur le résultat final de ses labeurs, mais bien sur le parcours suivi et sur l'exercice astucieux des opérations menant aux résultats finaux. En réalité, il faut le dire, le défi, c'est d'arriver au but, cette pièce parfaite. Mais le plaisir devrait être le chemin qui y mène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est si vous apprenez à usiner pour produire des pièces pour vous-même, bien, votre objectif et le plaisir que vous pouvez en tirer découlent grandement de la pièce finale. Tandis que pour le professionnel, la personne qui veut apprendre à usiner pour gagner sa vie, bien, cette personne-là doit trouver plaisir dans le processus, puisque évidemment, une fois que la pièce est complétée, bien, elle disparaît. Elle appartient à quelqu'un d'autre, votre client. Section 1D, ce qu'on doit développer pour devenir compétent en atelier. Si on espère devenir compétent en atelier, il va falloir maîtriser les 4 sphères de base, qui sont évidemment l'usinage, le dessin et la lecture de plans, les sciences, qui sont les maths, un tout petit peu de physique et des matériaux, et finalement la créativité. Mais regardons la première des 4 sphères d'activité, qui est l'usinage. Toute personne avec un minimum de formation peut opérer une machine-outil. Le problème est qu'opérer une machine-outil et créer avec une machine-outil sont deux choses bien différentes. Un opérateur adopte une attitude réactive qui s'applique à une opération d'usinage spécifique. Un outilleur se doit, dû au coût et à la nature unique des pièces produites, d'adopter une attitude proactive qui s'applique à une pièce ou à un projet au complet. C'est un peu comme jouer du violon ou être un virtuose du violon. Croyez-moi, dans la vie, vous allez vouloir devenir un virtuose. C'est beaucoup plus plaisant. Pour devenir virtuose, bien, il faut adopter une attitude proactive. Il ne faut pas se limiter à savoir quoi faire, mais il faut vouloir comprendre pourquoi on le fait comme ça. Et avec une attitude comme ça, bien, on peut devenir virtuose. La deuxième sphère d'activité qu'il faut maîtriser, bien, c'est le dessin et la lecture de plans mécaniques. Il faut qu'un outilleur maîtrise le dessin à main levée et la lecture de plans. Les plans que l'outilleur utilise sont souvent partiels, incomplets ou même parfois erronés. Comme j'ai stipulé précédemment, le résultat est l'objectif. Un bon outilleur doit maîtriser le dessin puisqu'il lui incombe de déceler tous les problèmes et anomalies avant de fabriquer la pièce. Il faut toujours se rappeler qu'il est phénoménalement plus facile de prélever de la matière qu'il est d'en ajouter. Une personne qui maîtrise la lecture de plans peut voir arriver de très loin les problèmes et les éviter. Et en ce faisant, se sauver beaucoup de problèmes. La troisième sphère d'activité, eh bien, c'est les sciences. Il est important en atelier de pouvoir effectuer des calculs précis, de pouvoir comprendre la base de certaines activités en physique. Et également, il faut comprendre les matériaux, puisqu'on travaille avec plusieurs types de matériaux. Ces notions ne sont pas les échelons d'une course à obstacles, mais bien des composantes incontournables du développement d'un bon outilleur. Les situations auxquelles nous faisons face sont des situations réelles. Elles exigent des réponses réelles et précises. Il n'y a rien de virtuel dans un atelier, sauf peut-être un outilleur qui ne sait pas ce qu'il fait. En atelier, un calcul est bon à 100%. Ce n'est pas un cours de maths. 75%, c'est bon à rien. Ça prend 100% bien pour pouvoir produire une pièce acceptable. La quatrième sphère d'activité pourrait sembler un peu bizarre. C'est la créativité. Nul ne peut être créatif sans connaissance ou habileté, mais toute personne peut être créative. La créativité n'est pas un accident de la nature,
mais bien un parcours accessible à toute personne ayant cumulé une masse critique de connaissances et d'habiletés, lui permettant d'associer les éléments disparates de sa connaissance et d'en faire une idée nouvelle. On commence par apprendre, on finit par être créatif, c'est tout simplement humain. Mais ce qu'il faut surtout faire en atelier, c'est faire attention, puis pas prendre une trop grosse bouchée de départ. Commencez avec des petits projets, prenez le temps d'apprendre. La créativité et la compétence viendront avec le temps. Section 1E. Quelques petites suggestions pour vous aider à survivre en atelier. Première. En atelier, l'empressement ne remplace jamais la préparation. 2. Les indications et les cotes du plan d'une pièce sont les seules qui comptent. 3. Sans mesure précise, il est impossible de produire une pièce précise. 4. La séquence des opérations d'usinage d'une pièce est très importante. 5. La précision est le résultat d'opérations d'usinage successives. Plus c'est précis, plus qu'il y aura d'étapes pour compléter la pièce. Et 6. Toute opération d'usinage est un compromis. Il s'agit avant tout de choisir le moindre mal, puisque chaque opération d'usinage que vous pratiquez sur une pièce a le potentiel de le détruire. Il faut planifier en conséquence. Bon, ça conclut notre première courte leçon, plutôt philosophique cette fois-ci, qui était une introduction à notre série de vidéos ou de leçons vidéo pour l'atelier d'usinage. Puisqu'on est à la fin de la leçon, j'ai quelques questions pour vous. Et la première a trait au projet de jauge à forêt. Et j'aimerais savoir pourquoi j'ai tracé, poinçonné, percé et taraudé tous les trous de la pièce avant de tracer et découper la forme extérieure de la pièce. Deuxième question, sur le projet tête de marteau, j'ai complété une extrémité de la pièce complètement finie avant de passer aux deuxième extrémité de la pièce, même si les deux bouts étaient identiques. Pourquoi est-ce que je n'ai complété un au complet avant de passer à l'autre plutôt que d'alterner mes opérations? Et la troisième question a trait au projet du bloc 1, 2, 3 ou bloc de montage. Pourquoi est-ce que j'ai identifié à l'aide d'un poinçon à numéro la pièce avant de passer au traitement thermique? Alors, essayez de répondre à ces questions avant la prochaine fois et je donnerai les réponses à ces trois questions au début de la prochaine vidéo. Notre prochaine vidéo va porter sur la sécurité. Et alors, d'ici là, amusez-vous, faites attention et à tout le monde, bon usinage! Marc, le cours est fini. Le cours est fini! You